Bonjour Lilian, Bonjour bienvenue. Françoise. Alors pour la troisième pastille Vichy. Eh bien, je vais continuer mon exploration de la vie culturelle sous Vichy en me focalisant plus spécifiquement aujourd'hui sur le cinéma. Je vais partir d'un paradoxe qui est que le cinéma va être sous très forte contrainte, à la fois politique, économique, à différents points de vue, et dans le même temps, on va assister à une très grande créativité du cinéma français sous cette période. Donc c'est ce paradoxe qui va m'intéresser. Oui, parce que ça paraît bizarre que sous ce régime particulièrement oppressif, on ait pu avoir de la créativité. Bah oui, c'est une des curiosités. Alors, créativité qui va devoir se diffuser, profiter des interstices, des opportunités qui seront fournies à la fois par le système et aussi par les contradictions du système de contraintes. C'est ça qui est aussi intéressant à observer, c'est que on est dans un système très complexe qui essaye effectivement de contrôler la production cinématographique, qui est considérée comme un enjeu extrêmement important, mais dans le même temps, il y a des concurrences, des contradictions. C'est un peu la loi de tous les régimes autoritaires, non? Alors, avec une spécificité, hein, effectivement, il y a toujours, les systèmes autoritaires ne s'imposent pas d'une seule forme, il y a toujours des complexités, des concurrences, qui laissent parfois des petites marges de manœuvre, mais dans le cas du régime de Vichy, on a une spécificité qui est qu'on a un régime autoritaire, extrêmement contraignant, mais qui lui-même est soumis à une autre autorité, à un autre régime autoritaire qui l'a placé sous tutelle. En l'occurrence, on a le régime de Vichy qui est lui-même placé sous la tutelle de l'occupant nazi. Hein, alors, cette contradiction, elle va s'exprimer dans un premier temps géographiquement, c'est-à-dire qu'on a la zone sud où Vichy gouverne voilà, tout seul, et puis on a la zone nord où il doit composer avec l'occupant. Cette situation, elle dure jusqu'à novembre 1942, où là, les Allemands occupent toute la France métropolitaine. Et ça sera aussi la période où le gouvernement de Vichy va prendre un tour, avec notamment la présence de Pierre Laval, un tour beaucoup plus franchement collaborationniste. Et donc il y a des conflits d'intérêts et même idéologiques entre les deux. Alors, il y a des divergences qui sont peut-être subtiles, parce que entre le régime de Vichy et l'occupant nazi, il y a des affinités idéologiques, hein, avec l'antisémitisme, l'anticommunisme, une conception des rapports sociaux et politiques extrêmement contraignants, hein, une vision autoritaire, une nouvelle fois, de la vie politique et des régimes. Mais dans le même temps, on a des nuances parce que Vichy a un tour beaucoup plus, on va dire, catholique conservateur, va entreprendre de moraliser les films et ça sera moins une préoccupation des nazis. Alors justement parce que les nazis occupent un pays qui n'est pas le leur. Donc ils veulent plutôt asservir la population française, tandis que le régime de Vichy va plutôt essayer de redresser cette population française qui a subi une défaite en juillet 1940. Et les nazis, ils ont quel regard sur la créativité française ou sur la culture dite française? Alors, bah, c'est intéressant, c'est que eux-mêmes, les nazis, ne sont pas tout à fait d'accord. Hein. On a deux options qui se dégagent, qui est la première, celle de Goebbels, qui considère que l'Allemagne doit prendre la place de la France comme pays le plus cultivé, dominant culturellement en Europe. Et il s'agit aussi d'asservir la nation vaincue, les Français. Donc on doit produire des films qui permettent aux Français de se défouler, de se détendre pendant qu'ils subissent l'occupation, mais des films médiocres, voilà, des bouses, on va dire, pour utiliser un vocabulaire un peu trivial et plus contemporain. Donc il s'agit d'abrutir la population française avec des films dépourvus d'intérêt esthétique. Et puis, on a d'autres forces nazies, d'autres personnalités, et notamment l'ambassadeur d'Allemagne en France, qui est Otto Abetz, qui est un francophile, qui est féru de la culture française, et qui dit, ben non, il faut, au contraire, faire en sorte que la culture française fleurisse, malgré l'occupation, malgré la défaite,
mais qu'elles se mettent au service du projet impérialiste allemand. Donc ça va être toute une politique qui va viser à intégrer les artistes français, pas seulement les cinéastes, mais intégrer les artistes français au projet nazi. Alors, dans le cadre du cinéma, ça va passer notamment par la création d'une entreprise de production de statut français, mais aux capitaux allemands, qui est dirigée par un Allemand nazi, Alfred Greven, qui est un cinéphile et un francophile, qui aime le cinéma français, qui sait que le cinéma français est supérieur en qualité au cinéma allemand, et qui va proposer aux cinéastes français de tourner des films pour le public français, mais aussi pour le public allemand, des films de qualité. Il va leur offrir les moyens économiques de le faire. Il va également contraindre certains artistes à rejoindre son projet, notamment des stars du cinéma, comme Ginette Leclerc, comme Daniel Darieux, vont subir des contraintes de la part d'Alfred Greven et du régime allemand pour être forcés à tourner pour la Continentale. Et puis on aura, et c'est aussi un des paradoxes, le paradoxe que je signalais au début, il y a des cinéastes qui vont accepter de tourner pour la Continentale parce qu'ils ont des bonnes conditions de tournage, de réalisation, et qui vont produire de très bons films. Et le cas exemplaire, c'est Clouzot qui va tourner Le Corbeau, donc un film qui reste emblématique de cette période puisque son thème principal c'est la dénonciation, et un très grand film avec des stars de l'époque, avec Pierre Freinet par exemple, et qui sera à la Libération inquiété parce qu'il a accepté de tourner pour les Allemands. Dans le même temps, il a tourné et il a travaillé pour la Continentale en faisant travailler aussi des scénaristes résistants, des comédiens juifs, alors clandestins, comme Le Chanois, comme Jean Orange. Et donc, il a eu une attitude de double jeu. Il a voulu continuer son œuvre de cinéaste parce qu'on lui en offrait les moyens. Et dans le même temps, il n'a pas totalement renoncé à ses options politiques. Il n'était pas antisémite, il n'était pas nazi. Donc voilà, c'est un historien spécialiste de la période, Pierre Laborie, parlait de l'époque du pensée double, marquée par le double, et je pense que ça s'applique totalement à Clouzot, qui à la fois se compromet, indéniablement, il tourne pour les Allemands, avec les moyens fournis par les Allemands, et dans le même temps, il produit un film qui peut difficilement être raccord avec l'idéologie dominante, en tout cas qui condamne les pratiques de l'époque. Et le gouvernement de Vichy, par rapport à ce type de production ou de créativité, avait un point de vue, s'exprimait Alors, la politique de Vichy, elle est beaucoup plus moralisatrice. Donc, on a l'équivalent d'un ministère de la famille qui sollicite les maires, qui sollicite l'appui des associations familiales catholiques pour faire interdire un certain nombre de films qu'ils jugent immoraux, qui parlent de prostitution, d'avortement, d'adultère, etc., qui tournent en dérision les autorités. Donc on a un service qui va promouvoir la censure, l'interdiction de la projection de certains films. Mais le Corbeau, par exemple il passe, mais il passe mal quand même. C'est pas forcément. Et puis les Allemands font, vu que c'est une entreprise allemande, ce sont les intérêts allemands qui ont intérêt à ce qu'il y ait un maximum de Français qui aillent voir ce film, dire à Vichy, non, vous vous calmez, c'est une production pour nous, c'est du bénéfice pour nous, donc vous êtes sous notre tutelle malgré tout, donc voilà, on laisse passer ce film. Mais Vichy sera très moralisateur et par exemple fera interdire un film qui a été tourné avant-guerre, qui est La Maison du Maltais, qui est impossible à diffuser sous Vichy, parce que d'une part ça se passe dans un milieu de prostitution, de gangsters, etc. Et aussi parce que son acteur principal, c'est Marcel Dalliot qui est juif. Et donc, alors là, pour le coup, Vichy et les nazis sont en raccord, on va dire, sont en accord, c'est-à-dire pas de juifs à l'écran, pas de juifs derrière ni devant la caméra. Donc on a un antisémitisme très strict, qui passe notamment par les statuts des juifs, il y en a deux, la loi sur les dénaturalisations, qui vont interdire à toute une partie de la profession des métiers du cinéma, pas simplement les réalisateurs et les acteurs, mais les techniciens, les décorateurs, etc., de travailler parce qu'ils sont juifs ou parce qu'ils sont communistes, francs-maçons, etc.
Donc ça aura là aussi des effets paradoxaux, c'est-à-dire qu'un certain nombre vont s'exiler. C'est ça, oui. Qu'est-ce qui est parti? Il y a Dalio. Ben, il y a Dalio, il y a Gabin, il y a Michel Morgan, il y a Erich von Stroheim, alors lui qui est allemand mais anti-nazi, et donc il s'est réfugié aux États-Unis, et avec, malgré tout, il a tourné dans des films qui commercialement présentent un intérêt, donc on va demander à des acteurs français de retourner les scènes où il apparaissait et de jouer son rôle, pour que donc Pierre Renoir va accepter de tourner des scènes d'un film où initialement c'était Stroheim qui jouait, avec la demande qu'à la Libération on détruise les scènes où il apparaît, qu'on remette Von Stroheim. Bon. Mais des jeux comme ça, alors ça va libérer de la place, d'une certaine manière. Donc il y a beaucoup de réalisateurs qui arrêtent de tourner. Marcel Pagnol, qui a d'abord des sympathies pétainistes, va arrêter de tourner. Bon, et il y a une demande de production de films. Les réalisateurs n'étant plus là, en tout cas certains d'entre eux, ce sont des assistants réalisateurs qui vont se voir offrir les moyens de tourner leur premier film. Hein, des gens qui vont ensuite devenir célèbres, comme Bresson, Autant Lara, vont avoir l'opportunité de faire valoir leur talent parce que y a une demande et que les professionnels qui étaient là avant-guerre ne sont plus là. Donc au final, il n'y a pas vraiment de conflit entre Vichy et l'autorité nazie sur la création, ou Il y a Vichy des va nuances. évidemment se soumettre au Il y a choix des nuances, mais il y a un rapport de force qui est favorable aux Allemands, qui ont d'une certaine manière le dernier mot. Et paradoxalement, une fois que il y a quand même ce gros morceau qui est l'antisémitisme, hein, il y a une intransigeance là-dessus, mais les Allemands sont un petit peu plus libéraux en matière de mœurs, mais pour les raisons que j'ai exposées, parce que finalement, il y a des choses, des productions artistiques qui sont autorisées par les nazis en France, mais que les nazis interdisent en Allemagne. Par exemple le jazz, hein, pour évoquer une autre forme artistique. Donc c'est aussi l'idée que des formes d'art dégénérées, hein, pour utiliser l'expression des nazis, sont toujours bonnes pour les Français. Par contre, il faut protéger la population allemande de ce qui pourrait contaminer ceux qui se pensent à l'époque les maîtres de l'Europe. Et au final, à la Libération, il y a eu quelques règlements de compte autour de ces productions. Il y a eu quelques règlements de compte. Alors Clouseau va être inquiété parce qu'il a accepté de tourner pour la Continentale. La plupart des cinéastes et des acteurs vont, à quelques exceptions près, ceux qui vraiment se sont compromis, vont pas avoir trop de problèmes. Et ce qui est surtout remarquable, c'est que le cinéma, malgré les pressions idéologiques à la fois de Vichy et des nazis, va rester idéologiquement assez neutre. C'est-à-dire que autant l'antisémitisme pouvait être présent dans des productions d'avant-guerre, autant il y aura très peu de films qui vont se faire le relais de l'idéologie. Et il faut rester assez neutre, voire même, comme Le Corbeau, hein, qui traite quand même d'un thème délicat pour la période, vont être relativement distants, vont peu se compromettre. Y compris certains vont faire passer des messages un peu de contrebande, alors qui sont difficiles à interpréter, mais par exemple la fin des Visiteurs du soir de Carnet, où on a les deux personnages qui sont changés en statue, mais dont le cœur continue à battre. Alors peut-être que c'est de la surinterprétation, c'est encore assez contesté, mais on peut y lire un message de résistance, hein, le cœur de la France qui continue à battre malgré l'occupation, malgré le régime pétainiste. Voilà, on a une forme d'autonomie de la création qui a pu, malgré toutes ces contraintes, globalement se maintenir. On s'arrête là? Et bien on s'arrête là et puis on reprendra peut-être une prochaine fois. À bientôt.